Shlomo Zand, je ne vous présente pas longuement. Il est professeur d'histoire émérite à l'université de Tel Aviv. Émérite, ça ne veut pas dire qu'il a des mérites. Hein, voilà. Il est devenu célèbre en France et ailleurs pour son livre « Comment le peuple juif fut inventé » chez Fayard en 2008. On lui doit aussi « Comment la terre d'Israël fut inventée » chez Flammarion en 2014. Et c'est un peu plus lié à notre débat. « Comment j'ai cessé d'être juif » chez Flammarion en 2015. À lire et moi j'avais traduit ça par « Comment j'ai rendu ma carte ». J'ajoute à la liste la mort du Khazar rouge au Seuil en 2019, qui est au fond une version polar de comment le peuple juif fut inventé. Piotr Smolar, journaliste au Monde, il vient d'écrire un livre qu'il a intitulé, c'est lui qui l'a choisi le titre, je crois. Oui, je suis victime de rien. Non, il n'est victime de rien, voilà. Qui s'appelle Mauvais Juif, des Équateurs 2019, qui évoque sa vision du judaïsme polonais, celui de son grand-père qui était un héros de la résistance dans le ghetto de Minsk, qui est ensuite rentré en Pologne, et de son père qui a été une grande figure du mouvement démocratique polonais. Donc ce judaïsme-là est aussi le judaïsme d'Israël, qu'il connaît parce qu'il a été correspondant du Monde de 2014 à 2019 là-bas. Alors, vu l'objet des livres, il était tentant, en tout cas pour moi, c'était tentant, de croiser leurs approches de la judéité, du judaïsme et éventuellement du sionisme. On a une petite heure, je le répète, c'est très peu. Donc, si on veut réserver un petit moment pour les questions de nos amis ici présents et quelques réponses à ces questions, je vous propose que chacun de vous introduise un peu sa vision de toute cette problématique en 10 minutes, un quart d'heure maximum, ce qui nous permettra ensuite que vous rebondissiez éventuellement pour vous répondre l'un l'autre, et puis surtout de prendre les questions de nos amis. Alors, a priori, je choisis toujours la gauche. Donc, je propose que ce soit Shlomo qui commence. Vous savez, je n'ai pas dit le droit d'aînesse. Hein. Je suis gentil. Vous n'avez pas posé des questions. Vous voulez que je me concentre sur quoi? Sur le Groenland, l'Alaska. Non. Quelle est ta vision à toi du judaïsme ou de la judéité, de telle manière à ce qu'on la confronte avec celle de Piotr? Premièrement, je ne suis pas un mauvais juif. Pardon. Premièrement, je ne suis pas un mauvais juif, parce que j'ai écrit un livre comment je sais être juif. Et toute ma vie, j'ai insisté, jusqu'à les dernières années, j'ai insisté en disant que je reste juif tant que le dernier antisémite vit sur notre planète. D'ailleurs, ce n'est pas de moi, c'est d'Ilya Herbo qui a prononcé ça il y a 56 ans, je crois. Donc, j'ai insisté que je suis juif à cause des judophobes. Récemment, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, j'ai décidé que je rends ma carte, comme Dominique a dit tout à l'heure. Et pourquoi? Pourquoi je ne peux pas me définir juif? Premièrement, parce que c'est devenu très à la mode. Et dans certains cercles intellectuels occidentaux, autrefois, c'était différent. Aujourd'hui, c'est pas mal d'être juif. Ça, c'est une chose. Mais, deuxième chose, plus sérieux, je me demandais, qu'est-ce que ça veut dire être juif athée, laïque? Et justement, il y a un problème, parce qu'il n'y a pas une culture juive laïque, sauf la culture yiddish, qui est une culture yiddish, mais pas culture juive mondiale. Donc j'ai dit, mais il y a une culture religieuse juive très importante dans la civilisation
occidentale, il y a des pratiques juives très courantes, mais en quoi consiste l'effet de définir quelqu'un comme juif, athée et laïque? Bon, je me définis comme israélien d'origine juive. Je ne suis pas fier, je n'ai pas honte, c'est clair. Mais en quoi, et surtout, les choses qui m'ont tracassé, on peut devenir catholique, on peut devenir socialiste, même communiste, on peut devenir, si vous voulez, musulman, on peut devenir juif, religieux, mais comment on peut devenir juif laïque? Comment on peut devenir quelqu'un dehors de notre identité juive, quelqu'un qui veut devenir juif athée, laïque, être comme Bernard Lévy, par exemple? On ne peut pas. Bernard Lévy. On ne peut pas devenir Finkielkraut avec un acte, par exemple, de conversion. On ne peut pas. Bon, je dis, donc j'appartiens à un club fermé, qu'on ne peut pas entrer. Et même pas sortir, parce que les réactions de mes livres étaient terribles en Israël. Le fait que quelqu'un ne cesse d'être juif, c'était une raison de plus de dire non, à partir de maintenant, je me définis comme israélien d'origine juive. L'origine peut être importante jusqu'à un certain degré. Donc, je ne crois pas qu'il y a un peuple juif. Je crois qu'il y a, hélas, peuple israélien. Oui. D'ailleurs, une fois à Londres, on m'a attaqué, que j'insiste que le sionisme a arrivé à faire un peuple israélien. Donc, beaucoup d'étudiants arabes contestaient. Non, non, il n'y a pas un peuple israélien. Donc, je dis, vous pouvez dire peuple de merde, mais ça existe. Le lendemain, le journal juif, Jewish Chronicle, appelle Shlomo Sant, le peuple israélien, c'est un peuple de merde. Titre. Deuxième question, pourquoi je décidais de me définir comme juif, c'est parce que je suis israélien. Et ça, c'est important à comprendre. Israël s'est défini comme un État des juifs, des peuples juifs, des nations juives, peu importe. Donc, étant donné que je suis juif, je suis un citoyen privilégié. Comme les catholiques en Pologne entre les deux guerres. Mes parents étaient des citoyens non privilégiés en Pologne, comme les Arabes en Israël aujourd'hui, parce que ce n'est pas vraiment leur État. À ce moment-là, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un citoyen privilégié parce que je suis juif. Et j'ai rendu ma carte. 10 minutes passées déjà? Encore 5 minutes, hein? 2, 3. Comme vous voulez, je suis un grand bavard, pas de problème. Bon, ce n'était pas facile de sortir de ce club. Parce que l'idée des juifs athées en Israël, aujourd'hui, plus en plus, qu'il y a ADN juif. Est-ce que vous savez ça? Plus en plus, si vous pouvez ouvrir l'Internet, vous trouvez sans cesse des sites sur les ADN juifs. L'ironie de l'histoire, hein? Des juifs qui ont souffert de cet classement biologique sont les premières soulignées que le judaïsme n'est pas seulement une religion. C'est Hitler a dit d'ailleurs, dans le Mein Kampf. Mais ce n'est pas religion, c'est une race. Et même Bibi Netanyahu, notre cher Premier ministre, encore pour un mois, demain, a fait un test, c'est-à-dire pas lui, pardon, son frère a fait un test ADN. Parce que, bon, si le frère a fait, ça veut dire c'est applicable à Bibi. Qu'est-ce qu'on a découvert? Il a dit comme ça, il a déclaré dans le journaux, pardon, il a déclaré, c'est vrai que je suis descendant de la génie de Vilna, mais j'ai aussi des sons séfarades. Un mois avant les élections. Et les lecteurs savaient ça avant que je suis aussi séfarade. Ça montre que nous sommes une seule famille. C'est-à-dire séfarade et ashkénaze. Premier ministre d'un État qui est considéré comme démocratie, c'est définir sur les bases biologiques. Et dernière chose importante. Toutes les problématiques aujourd'hui électorales, vous savez, ces 3 élections ensuite,
ont des rapports directs avec une seule fait, qui est Avigdor Lieberman, un homme d'extrême droite, d'origine moldavien, russe moldavien, a décidé, lui est l'homme de droite, qu'il ne peut pas entrer dans une coalition de droite. Et pourquoi? Parce qu'il a décidé maintenant, même qu'il était collaborateur de tous les juifs et les religieux nationalistes et pas nationalistes, il a décidé qu'il ne veut pas être dans une coalition avec les religieux. Et pourquoi? Soudan, le grand ami de toutes les partis de religieux nationaux. Pourquoi il a décidé? À cause de ses électeurs. Pourquoi? Ces électeurs sont des, comment dire, des immigrants de la Russie, et de l'Union soviétique et après de la Russie, parce que c'est après 90. Entre 90 et 2000, il est arrivé en Israël 1 million des immigrants. Moitié de ces immigrants sont classés par les ministères de l'Intérieur comme non-juifs. Vous comprenez qu'ils sont marrés. Si la mère n'est pas juive, c'est foutu. Jamais vous ne pourrez pas être, même pas un mauvais juif. Si votre mère n'est pas... Les rabbinats et les ministères intérieurs qui sont toujours dans la main des religieux émerdent sans cesse ces immigrés non classés comme juifs. Donc Avigdor Lieberman, cet raciste anti-arabe, est devenu quelqu'un qui a les clés de tout l'avenir d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il représente non-juifs. Vous comprenez? Il représente quelque chose comme un demi-million d'électeurs, plus ou moins, qui ne sont pas juifs par les rabbinats. Et dernièrement, dernière chose pour vous dire, la dernière phrase, les rabbinats ont décidé de faire des tests ADN à des femmes émigrants russes pour savoir s'ils sont plutôt juifs et pas juifs. Et le classement s'est fait en partie avec l'ADN. Merci. Merci Shlomo. J'ajoute une phrase pour expliciter ce que tu dis de l'électorat de Lieberman. À l'époque, la seule manière de quitter légalement l'Union soviétique, c'était de se déclarer juif. Donc plein de gens se sont découverts une judéité soudaine qui leur a permis, en allant en Israël, de quitter l'Union soviétique. Mais ils n'étaient pas pour autant devenus juifs. Hein, c'est ça. Peut-être ajouter une chose. À la fin des régimes soviétiques, 80% des dits juifs soviétiques étaient mariés à des non-juifs. 80%. En France, je crois que c'est 50-60. 60. Piotr, après Shlomo, je vous vois dubitatif. D'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Non, ma première réaction, c'est sous forme presque de clin d'œil, de plaisanterie, c'est que ça me fait vraiment des vacances de ne pas être, pour une fois, sur une estrade, la personne qui tient les propos les plus durs et les plus radicaux sur Israël. Donc je voudrais oui, modérer, d'accord. Donc ça, c'est pour moi, c'est une position du coup beaucoup plus confortable. Je vais apparaître incroyablement centriste et modéré. Je voudrais remercier beaucoup Shlomo Sand pour cette contribution. Ensuite, il y a évidemment dans ce que dit Shlomo Sand, et je pense que c'est une partie de l'explication de son grand succès, du succès de ses livres, sa réputation, c'est c'est que Shlomo Sand est d'une certaine façon, et j'espère qu'il ne s'offensera pas de cette formule, mais c'est un petit peu un provocateur universaliste. C'est-à-dire ce qu'il essaie de mettre au jour, c'est que l'attachement à des valeurs humanistes n'ont pas forcément à voir, je pense, avec le judaïsme. Et je ne voudrais pas faire l'exégèse de vos œuvres, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'en relève. L'idée de rendre sa carte comme juif est une idée que je ne comprends pas. Je ne sais pas si on en a la possibilité. Je ne sais pas si on doit en revendiquer... je ne sais pas si on doit en revendiquer le droit. En tout cas, ce n'est pas une idée, moi, qui m'est très familière et qui m'est très proche. Le livre que j'ai écrit est un livre qui est un refus absolument mélancolique et en même temps féroce de l'assignation identitaire. De l'idée qu'on soit obligé de se définir de façon extrêmement réductrice, justement par... une pratique religieuse, une origine, là en l'occurrence mes origines juives, et de la possibilité du en même temps identitaire, si vous me pardonnerez cette expression.
c'est vraiment l'idée qui était, je pense, la plus forte. Mais alors, le corollaire de cela, c'est que je ne me sens pas le droit ou la légitimité de dire qui est juif ou qui ne l'est pas, si certains devraient cesser de l'être ou l'être plus ou mieux. Pour moi, si vous voulez, c'est un peu comme ce débat qui est apparu aussi en Israël de plus en plus au sein de la droite nationaliste sur le fait qu'en réalité le peuple palestinien n'existe pas. De la même façon, je refuse aussi ce débat parce que je crois à une forme d'autodétermination à la fois personnelle, intime et collective. Et que je ne crois pas qu'il y ait des règles froides, mathématiques, qui permettent de définir si une revendication identitaire est légitime ou pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas la formule. Il y a une chose qui me frappe beaucoup des deux côtés. Je voudrais évidemment préciser que je n'ai pas beaucoup de légitimité pour parler en termes savants et abstraits du sionisme ou de l'identité juive, parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas rabbin. Et par conséquent, ce que je vous dis, c'est avant tout nourri de ma propre expérience comme journaliste et comme correspondant. Et ce qui m'a beaucoup frappé en Israël, c'est une forme de déshumanisation mutuelle de plus en plus forte entre les Palestiniens et les Israéliens. Et une forme d'ignorance et de déni de l'autre, de déni des souffrances de l'autre. Et ce que je vous dis, c'est vraiment une autoroute à deux voies. C'est pas dans un seul sens. En passant, en venant ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, je me suis arrêté devant l'exposition photo sur le flanc de l'hôtel de ville, rue de Rivoli, et qui est une exposition sur les réfugiés. Et avec une présentation de photos assez bouleversante sur les réfugiés à la fois du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne, le photographe a pris le parti de rendre justement leur humanité aux gens qui sont photographiés et de montrer leur cadre de vie, leur foyer, et qu'il soit provisoire ou malheureusement définitif. Et cette idée de foyer, au fond, c'est quelque chose de absolument fondamental dans ce qui nous réunit aujourd'hui et dans le cœur de cette conversation-là. Généralement, quand une conversation, ou par exemple lors des interviews que j'ai données à la suite de la parution du livre, quand on me pose des questions sur le sionisme, très souvent je me crispe et j'ai envie de m'enfuir. Parce qu'en fait, c'est un mot complètement piégé. Et c'est un mot dans lequel il faudrait obliger votre interlocuteur systématiquement à préciser ce qu'il a en tête. Et si vous ne le faites pas, le risque de malentendu ou de confrontation est extrêmement élevé. On peut dire d'une certaine façon que le sionisme s'est arrêté avec la création d'Israël. C'était un projet politique porté avant tout par des hommes et des femmes laïques, dans l'émergence des mouvements nationalistes à la fin du XIXe siècle, et qu'à partir du moment où l'État d'Israël est créé, même si ses frontières ne sont jusqu'à ce jour pas clairement définies, on peut dire d'une certaine façon qu'on ne devrait plus parler de sionisme. Et pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui encore, de part et d'autre, le mot est employé, comme le mot antisionisme. Et je suis toujours extrêmement mal à l'aise, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir de débat serein, posé, équilibré, argumenté, à partir du moment où ces mots-là sont employés. C'est-à-dire que d'une part, on voit bien que l'antisionisme est très souvent un cache-nez pour une délégitimisation de l'État d'Israël, voire même pour de l'antisémitisme. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que ce que je dis est forcément faux. Mais en tout cas, c'est ma conviction, et je pense qu'on peut très, très sereinement en discuter. Et de l'autre côté, il y a du côté israélien une instrumentalisation de cet antisionisme pour empêcher tout débat sur l'évolution d'Israël, sur l'ethnicisation de la politique en Israël, sur des tendances que Shlomo Sand a très bien décrites, qui est aussi la préservation, par exemple, du monopole du grand rabbinat. On en vient à des extrémités complètement folles, comme ces tests ADN, effectivement, sur la population, par exemple, visant notamment des ressortissants russophones, qui sont revenus dans le cadre de la loi du retour, mais qu'on considère pas assez juifs, dont on doute de la judaïté. Donc cette situation-là, elle est complètement piégée. Et ce débat-là est piégé, et c'est vrai que souvent, je préférerais qu'on évite les mots grenades,
parce qu'on a beaucoup de mal ensuite à aboutir quelque part dans la conversation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et le plan Trump, à cet égard, on a été vraiment le symbole, c'est qu'on assiste à une victoire d'une acception ultranationaliste et coloniale d'une sorte de sionisme de la terre. Vous voyez, je me piège moi-même, j'emploie le mot sionisme, mais c'est ça l'idée, c'est qu'après tout, le projet continue et qu'il est expansionniste. Et que comme les Palestiniens n'existent pas, on leur nie la possibilité d'existence autonome, on les noie dans un ensemble qui serait le monde arabe, sans plus de distinction, qu'à partir du moment où on leur refuse leur propre narration nationale, après tout, Israël peut continuer à s'étendre. Et de ce point de vue-là, le plan Trump est vraiment, pour moi, une catastrophe. D'abord, ce n'est pas un plan de paix, c'est un plan d'annexion. On se rassure à bon compte en se disant qu'il ne sera pas appliqué. Parce qu'on voit bien qu'Israël est à nouveau engagé dans un cycle électoral, que ça n'en finit pas, que Benjamin Netanyahou, comme d'habitude, est l'annexionniste des mots, mais pas forcément des faits. Moi, je ne partage pas cette façon de se réassurer. Je pense que les lignes bougent, les lignes de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas ont profondément été bouleversées ces dernières années en Israël, et que c'est une tendance extrêmement inquiétante. Et que ce plan Trump a par ailleurs déjà, à mon sens, des implications très concrètes et qui sont liées aussi à notre question aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que ce plan Trump va par exemple accentuer la séparation entre les juifs de la diaspora, en particulier de la diaspora américaine libérale, et Israël. Et on voit bien que, par exemple, pour moi c'est un symbole extraordinaire, en janvier, une nouvelle ministre de la diaspora a été nommée en Israël, qui s'appelle Tzipi Hotovely. Et Hotovely a été célèbre pour, ces dernières années pour avoir prononcé une phrase que je trouve assez terrible et que je rapporte d'ailleurs dans le livre. Elle avait dit qu'elle considérait que les juifs américains, d'une certaine façon, les juifs de la diaspora, n'avaient pas de légitimité pour se prononcer sur l'évolution d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas combattu les armes à la main. Et que c'est comme s'il y avait une rupture d'une sorte d'attachement sentimental ou de lien spirituel. Chacun l'interprétera ou le présentera comme il voudra, justement entre cette diaspora et pour laquelle je pense la question des valeurs et demeure, qu'elles soient universalistes ou que ce soit des valeurs d'un judaïsme humaniste, que ces valeurs-là sont prioritaires. Et que cette diaspora juive libérale américaine ne se reconnaît pas dans Israël aujourd'hui, dans son évolution, dans cette ethnicisation et dans ce durcissement identitaire très inquiétant. L'autre conséquence aussi que je vois, c'est que Israël cesse par exemple aux États-Unis d'être un sujet de consensus politique. Et ça aussi, c'était quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'à une époque, républicains ou démocrates, tout le monde était d'accord, il y avait un lien absolument incassable entre les deux alliés stratégiques, et qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Dans la course à l'investiture démocrate, Israël est devenu un sujet de polémique. C'est la première fois. Bernie Sanders, qui lui aussi pour la première fois revendique ouvertement ses origines juives, dit que l'aide militaire américaine doit être dorénavant conditionnée. Et ça, c'est aussi une rupture extrêmement intéressante. Et le troisième élément que je vois aussi dans la suite de ce plan, et qui est aussi intéressant par rapport à notre sujet aujourd'hui, c'est qu'on assiste aussi à une forme de banalisation d'Israël. Ça reste un pays sur lequel les gens qui supportent passionnément Israël ou qui le détestent, sur lesquels les gens projettent des fantasmes. Israël est sans doute la plus grande boîte nationale à fantasmes qu'on ait vue aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que très souvent, en vivant en Israël, j'avais l'impression que ce soit les gens qui détestent Israël ou ceux qui l'aiment passionnément, j'avais très souvent l'impression que les gens parlaient d'un pays qui n'existe pas. Dans les deux cas. Et dans les faits, on assiste à une forme de banalisation d'Israël, par exemple, symbolisée dans les réactions finalement assez disparates et assez modérées des pays arabes. On voit bien qu'on a envie de passer à autre chose. Et donc, Israël doit aussi savoir, et les Israéliens doivent savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent être une nation parmi d'autres tout à fait banale, mais à ce moment-là répondant sans doute aussi à certaines exigences, comme les autres pays, ou est-ce qu'ils veulent continuer à se présenter comme étant dans une aventure tout à fait à part, exceptionnelle, toujours menacée, devant toujours vivre, comme Benjamin Netanyahou l'a dit un jour, les armes à la main, ou cherchant
vraiment à normaliser les relations avec leurs voisins, y compris les Palestiniens. Voilà. Piotr, juste une question, parce que vous avez introduit beaucoup de nuances que personnellement je partage, pas toutes. On sait que sur l'antisionisme, j'ai pas tout à fait la même appréhension que vous. Encore que moi, je n'en ai jamais parlé avant qu'un certain Emmanuel Macron n'en fasse un sujet de politique française. Hein. C'est lui qui a mis ça sur la table. Mais il y a un point avant de redonner la parole à Shlomo, c'est vous ne nous avez pas dit pourquoi vous êtes un mauvais juif. Ou pourquoi vous avez titré votre livre « Mauvais juif », ce qui quand même mériterait une précision. Alors, Vous êtes très sympa. merci pour cette bénédiction. Le titre a deux origines. D'abord, c'est une forme de confession publique. Confession d'abord sur mes origines, puisque je n'en ai jamais parlé auparavant, ni même dans le cadre de mon journal ou dans mes apparitions publiques, parce que je n'ai jamais considéré qu'il fallait absolument afficher ses origines et les revendiquer comme telles, parce que j'ai des origines extrêmement complexes, aussi polonaises, autres. Et donc j'en ai jamais fait un étendard. Donc c'était aussi ce titre une forme de confession sur mon ignorance, parce que je suis assez, je pense, symptomatique d'un monde juif est-européen où on n'a pas transmis l'identité juive sous forme de langue, de culture, de rite, tout en étant très conscient d'une sorte de destin à part au travers de nos morts qui nous accompagnent et qui nous obligent. Donc cette ignorance dont je ne suis pas spécialement fier, mais que je reconnais volontiers, c'était ça la première raison de ce titre. La deuxième raison du titre, c'était il mettait en exergue cette espèce d'obligation de loyauté qui est adressée aujourd'hui en provenance d'Israël aux Juifs de la diaspora, et que je récuse. Pour moi, il n'y a pas d'obligation d'alignement ou de loyauté. Et on voit bien que dans la diaspora américaine, par exemple, il y a des débats extrêmement vifs sur le devenir d'Israël. Des débats qui n'existent pas à ce point, hélas, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais qui n'existent pas à ce point, par exemple, en France et plus généralement en Europe. Alors, j'aimerais bien qu'on continue, et on va vous donner la parole. Je voudrais essayer de faire un peu le ménage. C'est-à-dire, il y a une chose sur laquelle tout le monde sera d'accord, je pense, même Shlomo, il y a une religion juive. Il y a des juifs religieux, on est bien d'accord. Oui, oui, voilà. Mais ça existe. Ça n'est pas dans ta négation. Ça existe. À l'autre bout, il y a ces expériences d'ADN qui fleurent bon Nuremberg. Enfin, je veux dire, pour dire les choses franchement, il y a quelque chose de profondément choquant à voir dans un État qui se dit juif. Non, mais évitons quand même les comparaisons historiques trop lourdes. C'est grave de se mettre sur le terrain de la race. Oui, mais parce que l'ADN, c'est la race. Oui, mais je pense que ces cas précis sont suffisamment... Et des cas qui sont rares. C'est pas une politique généralisée. Ça concerne pour l'instant, dans mes souvenirs, une vingtaine ou une trentaine de cas. Sauf que la Cour suprême les a autorisés. Mais je pense que cette évolution est suffisamment grave pour ne pas se livrer à des comparaisons historiques qui, à mon sens, empêchent d'en discuter normalement et sereinement. Piotr, ce ne sont pas, excusez-moi, ce ne sont pas des cas isolés, c'est une décision de la Cour suprême d'autoriser ces tests ADN. Et les tests ADN visent à déterminer une race. Ça, moi, personnellement, je sais pourquoi mon père était à Auschwitz, ça me paraît complètement obscène qu'on revienne à ce type de pratique. Alors, je ne voulais pas me faire applaudir, je voulais juste dire, la religion, c'est une évidence, les tests ADN, c'est pour le moins, quelles que soient les comparaisons qu'on peut faire, un problème évident aussi. Qu'est-ce qui reste entre les deux? C'est-à-dire pour vous deux qui n'avez pas... Quand on met d'un côté la religion qui existe, celle-là, personne n'en discute. On discute de son contenu, de la manière dont elle s'applique, mais je veux dire, on ne discute pas son existence. Les tests ADN, on en discute, en tout cas pour le moins, comme quelque chose de moi, à mon avis, d'obscène. Bon. Qu'est-ce qui reste entre ces deux éléments pour définir la judaïté? Parce que
tu rends ta carte, mais on ne sait pas très bien, même quand on lit ton livre, de quoi tu rends ta carte. Exactement. Premièrement, une remarque sur l'antisémitisme, antisionisme, sionisme. À partir de 1975, je cessais de me définir comme antisioniste. Je n'ai jamais été sioniste, je ne suis pas sioniste aujourd'hui. À partir de 1975, en arrivant en France, j'ai cessé de me définir comme antisioniste. Parce que j'ai découvert que cette expression est contre l'existence d'État d'Israël et parfois contre les Juifs. Bon. Récemment, avec vos débats ici, franco-français, j'ai décidé que je laisse me définir antisioniste une fois de plus. Parce que ça devient grave. Quelque chose est grave. Il y a une blague en Israël aujourd'hui qui dit comme ça. Autrefois, un antisémite était quelqu'un qui haït les juifs. Aujourd'hui, un antisémite, c'est quelqu'un qui les juifs les haït. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'on colle aujourd'hui à chaque critique du sionisme le titre d'antisémite. Et c'est révoltant pour moi. Et Israël fait ça exprès, et ces expressions circulent en France surtout. Anti-sioniste et antisémite. Et moi, je conteste. Au point de vue de l'universalisme que vous avez mentionné, je suis beaucoup plus proche à votre grand-père et votre père. Parce que je n'étais pas stalinien, d'accord? C'est-à-dire cette tradition qui était, dans le peuple yiddish surtout, de l'universalisme très, très fort, qui s'est exprimé dans le Bund, à Rosa Luxembourg ou beaucoup des autres. Je me sens très proche. Maintenant, à propos en Israël maintenant, une remarque pour ne pas monopoliser les paroles. Vous avez dit qu'en 1948, c'était des laïcs qui ont construit Israël. J'ai dit qu'au début de l'aventure sioniste. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Et ça, c'est important. Ils étaient athées. Tous étaient athées. Mais dès le début de l'établissement d'État d'Israël, ils n'étaient pas laïcs. Parce que c'est Ben Gurion qui a décidé qu'il n'y aura pas de mariage entre juifs et non-juifs en Israël. Est-ce que vous savez ça? Et c'est à une époque que les religieux étaient très modérés, très faibles et très modestes. Ce n'est pas les religions qui ont demandé ça. C'est Ben Gurion qui a décidé qu'il n'y aura pas de mariage civique en Israël. C'est le statu quo, c'est la lettre du statu quo. Ça dès le début. Et ce ne vient pas des rapports de force. C'est devenu d'un père atroce, profond, dans le sionisme, d'assimilation. L'ennemi du sionisme était toujours l'assimilation. En Israël et ailleurs. Vous savez que Golda Meir, le premier ministre, déjà dans l'année 70, a dit « Chaque juif américain qui se marie avec non-juif rejoindre les 6 millions ». L'année dernière, le ministère de l'Éducation, d'ailleurs, vous savez, il y a plus en plus de mariages mixtes aux États-Unis. C'est une expression de libéralisme des communautés juives. Ça arrive bientôt à 60% de mariages non juifs. Le ministère de l'Éducation, Peretz, l'année dernière a déclaré aussi que chacun qui se marie avec un non-juif heurte le peuple juif. Peretz, le ministère. Donc, dès 1948, ce n'est pas le même régime, je suis d'accord, mais sous l'essence, si vous voulez, à deux niveaux. Le niveau d'autodéfinition, qui jamais n'était pas clair, pas toujours raciste, mais jamais pas clair. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, vous m'excusez parce qu'on n'a pas mentionné ici. À 1948, on a traité les Arabes de Palestine pas mieux qu'on les traite aujourd'hui. Dans les Nakba, si vous voulez, il y a vous savez qu'est-ce qu'il y a dans les Nakba, c'est-à-dire le fait que l'expulsion. Ça c'est important parce qu'on n'a pas mentionné les. Bon, vous savez, mes opinions est, même si Israël c'est une fait coloniale, elle a le droit d'exister. C'est clair et net pour moi. Était toujours. Comme les États-Unis, l'Australie, etc. Mais sauf de ça, on n'a pas mentionné dans toute la discussion qu'il y avait des Arabes de Palestine qui sont devenus Palestiniens à la suite.
On l'a traité à 48. Israélien. À 48. Israélien. Israélien, palestinien. Oui. Dès 48, on l'a traité comme on traite les indigènes dans les colonies. Dès 48. C'est vrai qu'on l'a donné, les citoyennetés israéliennes, à 48, à ceux qui ont resté, qui n'ont pas fui et qui n'étaient pas chassés. Mais on l'a donné parce que c'est des décrets de l'ONU. Vous devez se comprendre. C'était... Une chose vous dis. Bon, je ne dis pas que c'est pareil. Je préfère, par exemple, Ben Gurion à Bibi Netanyahu. J'ai appelé voter pour n'importe qui contre Bibi Netanyahu. Même Blue Weiss, comment on dit en français Blue Weiss? Blanc, bleu, blanc. Le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Oui. En allemand, bleu-blanc. Oui, en allemand, c'est Blue Weiss. Blue Weiss. Vous savez qu'est-ce que c'est Blue Weiss? Bon, peu importe. Je suis très modéré politiquement, si vous voulez savoir. Mais sur les niveaux idéologiques, par rapport aux Palestiniens, je ne sais pas. Alors, Piotr, c'est pas pour jouer les centristes moi-même, parce qu'alors on serait deux, mais la véhémence de Shlomo mise à part, ce qu'il dit, je l'ai lu dans votre livre. C'est-à-dire, vous n'avez pas de... Encore une fois, la véhémence mise à part, mais vous n'avez pas de grande divergence sur l'appréciation de ce qu'est en train de devenir cet État. Non, non, mais je voudrais insister quand même sur un autre point qui est qu'il y a un contraste très important entre deux choses. D'une part, on a l'impression d'un monopole en Israël même, dans le débat public, d'un seul récit, qui est effectivement un récit nationaliste, identitaire, au sens le plus restrictif du terme, extrêmement fort. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de récit alternatif à ça. D'où l'importance et la résonance de tous les excès de langage ou des initiatives législatives qu'on entend. D'où l'importance de l'écho, par exemple, des deux campagnes, pour moi, ouvertement racistes, qui ont eu lieu l'année dernière contre la minorité arabe. Où vraiment, on a assisté à des dérapages comme jamais dans l'histoire politique israélienne, je pense, même si je ne suis pas historien. C'était absolument stupéfiant. Donc il y a d'un côté ça, cette réalité politique à la surface, mais il y a aussi une autre réalité, qui est celle d'une société israélienne que nous, en Europe, je pense qu'on connaît pour le coup assez mal, et qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus contrastée que ça. Pourquoi? Parce que c'est une société éclatée. Il y a des principes intégrateurs extrêmement forts. Il y a un vrai patriotisme qu'on retrouve évidemment au travers du service militaire, au travers de l'école, enfin des écoles, parce qu'il y a plusieurs systèmes scolaires parallèles, qu'on retrouve au travers des fêtes, des commémorations, des soldats morts, de l'indépendance. Donc vraiment des instruments, des outils intégrateurs patriotiques extrêmement forts. Mais de l'autre côté, c'est une société éclatée en tribus. Et j'emploie toujours ce mot en référence à un discours qui pour moi était un discours extrêmement important, extrêmement ambitieux du président israélien Reuven Rivlin, il y a 5 ans, qui a parlé des tribus d'Israël. Et que voulait-il dire? Il voulait dire qu'il y a aujourd'hui, il n'y a plus d'actionnaires majoritaires en Israël. Il y a plusieurs minorités qui se côtoient, qui sont à peu près de même taille, à peu près. Les ultra-orthodoxes, les nationaux religieux, les laïcs, les russophones, la minorité arabe. Et que chacun a son propre récit. Que chacun a parfois ses propres médias, parfois sa propre langue aussi, même si ils ont l'hébreu aussi en partage. Et que l'énorme défi aujourd'hui en Israël du point de vue politique, c'est comment on fait pour coller tout ça? Comment on fait pour créer du lien civique? Pour écrire un discours national qui concerne tout le monde. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que ce discours n'existe pas, qu'il est extrêmement boutiquier, exclusif et rabougri. Mais que ça va être le grand défi pour l'avenir d'Israël. Merci beaucoup. On va vous donner la parole. Je voudrais juste signaler une chose qui est très peu connue sur le plan Netanyahou-Trump. Il n'y a pas seulement l'annexion de la vallée du Jourdain, l'annexion des colonies, l'annexion des avant-postes. C'est ce qu'on connaît. Il y a l'idée d'expulser, sans les bouger,
environ 300 000 Palestiniens d'Israël qui vivent dans la région du Triangle, dont on changerait la frontière de telle manière à ce que ce triangle, c'est au nord d'Israël, soit collé au futur État palestinien si un jour il voit le jour. Et ça, réfléchissez-y, un État est en train d'expulser une partie de sa propre population, ou envisage de le faire. C'était la proposition de Avigdor Lieberman de longue date. Ça en dit long. Oui, mais ça en dit long sur, si vous voulez, le risque que représente le plan Netanyahou-Trump. Parce que quand on va au-delà de l'immédiat, il y a une longue trace. J'aimerais bien qu'on vous donne la parole. S'il y a quelques questions, on n'a pas le temps d'en prendre beaucoup. Il nous reste un quart d'heure. Qui veut? Personne, d'accord. Bon. Très court, c'est télégramme. Télégramme question, télégramme réponse. Voilà. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. J'étais parmi les intellectuels arabes en septembre 1994 à accepter l'invitation du président Weizmann et du président de l'autorité palestinienne pour fêter les accords d'Oslo. Et j'étais reçu par un grand ami à moi, Shlomo Elbaz, qui est un compatriote natif de Marrakech comme moi. Et il m'a dit, avec Shimon Peres, ouvre le débat, tu es courageux, pose une question, tu es un bon Marrakech. Et j'ai posé la question suivante. Monsieur Peres, pourquoi vous avez invité des intellectuels arabes? 2, qu'est-ce que vous attendez de nous? Réponse de Shimon Peres, nous savons faire la guerre depuis 50 ans, aidez-nous à faire la paix. Deuxième chose, nous avons marginalisé en tant que parti travailliste vos compatriotes maghrébins, et ils sont tombés entre les mains de la droite et de l'extrême droite, aidez-nous à nous réconcilier avec eux. Et quelle est votre question? Voilà, donc ma question est la suivante. Pourquoi le seul État dans le monde reconnu par l'ONU n'a pas de constitution ni de frontières? Merci. Shlomo, Piotr? Shlomo? La Grande-Bretagne aussi n'a pas une constitution. Ce n'est pas le problème. Vous savez, il n'y a pas une constitution en Angleterre. Des frontières, parce que les frontières bibliques coupent aussi la Jordanie comme une partie d'Israël. Et jamais Israël ne voulait pas fixer ses frontières. Maintenant, on fait une distinction entre les modérés, les extrémistes et tout ça. Et on parle maintenant sur Trump comme extrémiste avec Bibi Netanyahu. Quelque chose doit être clair. Les plans de Trump, je ne vois pas un vrai mal dedans, parce que c'est confirmation officielle d'une politique qui dure déjà 53 ans. Or, le dernier temps, je n'ai pas cru qu'on peut encore créer 2 États en Palestine. Est-ce que vous comprenez ça? Le plan de Trump n'aggrave pas les choses. Elle exprime une certaine réalité. Parce qu'en réalité, plus de 10% des Israéliens habitent déjà dans les territoires occupés de 67. Et pour moi, comme quelqu'un qui admire la France, j'ai vu Macron venir au jour de Auschwitz à Jérusalem, être fâché un peu avec les hommes de sécurité, vous savez, parce qu'il a cru que dans cette église qu'il a entrée, c'est justement le territoire français. Il était dans une ville qui était déjà annexée. Ce n'est pas Trump. Ce n'est pas Trump. C'est tout le monde, Rabin inclus, qui ont annexé les Jérusalem arabes. Donc, il est dans une ville pour célébrer le Auschwitz, qui 38% des habitants de cette ville n'ont pas les droits, ni politiques, ni civiques, ni sociaux. Vous comprenez? À Jérusalem, la ville éternelle juive, que Macron est venu pour célébrer, 38% des habitants ne peuvent avoir un accès à la citoyenneté.
Vous comprenez ça? Il n'a pas dit un mot. Pour célébrer Auschwitz, il faut souligner ça. 40% des habitants de la ville éternelle juive n'ont pas les droits fondamentaux de la République française. Merci Shlomo. Commentaire, Piotr, ou on demande une autre question? Une autre question. Je suis en désaccord absolu avec ce qu'a dit Shlomo, je tiens à le dire, sur le plan Trump. Parce que on te considère, on te considère en Israël comme un anti-israélien. Tu vis avec. Mais le jour où il y aura une loi et que tu ne pourras plus rentrer chez toi, ça fera une grande différence. Ben, c'est pareil avec le plan Trump. C'est pas seulement qu'on confirme une réalité existante, c'est qu'on l'aggrave en lui donnant une valeur juridique internationale. Je n'ai pas dit que droite et gauche est pareil pour moi. Non, j'ai dit seulement que le plan Trump confirme une réalité de 53 ans. C'est seulement ça. Alors, d'autres questions, madame? Bon, franchement, vous avez choisi un sujet qui demande des heures, des mois, des années pour tous les intéressés qui sont là. Je dirais là, on est en présence d'un Israélien qui n'est plus juif, mais pour les autres, vous êtes juif. Hein, je ne reviendrai pas à Sartre. Vous restez juif. Mais lui aussi, vous savez. Votre révolte d'Israéliens que je trouve tout à fait légitime et que je ne suis pas israélienne, donc je ne peux pas partager. Je suis juive et pas israélienne. Par contre, Monsieur Smola, j'ai lu votre bouquin et je dois dire votre bouquin était très intéressant. Il y a eu 2 pages qui m'ont retenu et où je me suis dit, mais c'est ça, c'est le clou. Vous avez défini, je ne sais plus combien, sur 2 pages, ou 1 page et demie, combien de façons d'être juif, ou combien de personnalités. Je me suis dit, mais c'est ça le problème. Ici, en France, vous parlez aux États-Unis, il semble beaucoup plus clair. Effectivement, il y a les anti et les pro-sionistes. Ici, en France, on a une communauté, et là, j'ai un petit espoir avec votre bouquin, avec le bouquin d'Anderlin, avec les questions qui sont maintenant posées, qu'enfin, on aura une attitude plus saine et plus rationnelle, et qui correspondra beaucoup plus aux questions qu'on se pose, nous, ici. Effectivement, moi, je trouverais même que ce serait presque un progrès que les Juifs se détachent d'Israël. Qu'ils ne soient, comme vous dites, comme vous l'avez prononcé, le danger, c'est la scission, que les Juifs soient marginalisés d'Israël, ou que... Mais c'est... Mais alors, non, pas de question. Non, c'est pas des... Non, bien sûr. C'est celle-là. Mais si vous entamez un sujet pareil, il faut bien vous rendre compte que c'est quand même des questions essentielles et qui sont d'actualité et que beaucoup de gens se posent et vivent. Non, mais une question peut être une félicitation à l'auteur d'un livre pour des pages qui, effectivement, sont passionnantes. Oui. Piotr, ça fait plaisir. Oui, dans une certaine mesure, parce que je ne me félicite pas du détachement entre les Juifs et Israël. Je ne crois pas que ça soit en ces termes-là que ça se pose. Je constate qu'il y a un éloignement. Moi aussi, j'appelle de mes voeux, comme vous, notamment en France, un débat qui soit un débat un peu moins passionné, un peu moins piégeux, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la possibilité de le tenir. Et depuis la sortie de mon livre en septembre, j'ai eu pas mal de rencontres publiques à Paris, en province. Et ce qui a été assez fascinant, c'est de voir, à la fin des rencontres, beaucoup de gens venir me voir, beaucoup de Français juifs, au-delà des qualités éventuelles du livre, peut-être que vous en trouverez si vous le lisez, et venir me voir et partager avec moi une forme de reconnaissance, et presque en murmurant sur un ton presque du secret, de dire « moi aussi, je suis un mauvais juif ». Et c'est très très fascinant, ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de soulagement, je pense, chez beaucoup de Français juifs libéraux par rapport à la possibilité d'un dialogue, et qui vient effectivement de nombreux côtés. Vous avez cité le livre de Sharon Derlin, mais il y a aussi, par exemple, tout le travail fait par Delphine Orvilleur, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection et d'estime, qui elle aussi participe à ce débat-là, et qui elle aussi promeut une forme de dialogue. Et qui avec Rachid Benzine, ouais, aussi. Oui,
et Delphine Orvilleur qui refuse aussi une approche extrêmement restrictive de l'identité. Voilà, donc j'espère que ce dialogue peu à peu peut avoir lieu, mais c'est vrai que le fait que les représentants de la communauté juive en France, eux, ces dernières années, ont eu tendance à un alignement assez systématique sur Israël et l'affirmation d'une solidarité qui parfois est une solidarité aveugle avec ce que fait Israël, c'est quelque chose de regrettable. Et d'ailleurs, pas seulement, j'ai pas seulement en tête le consistoire ou le CRIF, on voit ça aussi chez un certain nombre de nos députés, notamment le député de la 8e circonscription, Meyer Habib. Donc on est vraiment... Non, on siffle pas un député. En tout cas, il y a une forme de, comment dire, d'alignement et comment dire, d'obligation de loyauté qui est adressée aux Français juifs, qui moi m'exaspère. Voilà. Je ne peux pas laisser dire tout ça sans rappeler la mémoire de quelqu'un qui vient de nous quitter et qui a exercé une autre manière d'être président du CRIF, une manière respectable, une manière en dialogue, une manière en débat. Il s'appelait Théo Klein, il vient de mourir. Voilà, Théo Klein était un homme qui a contribué à ce que vous appelez de vos voeux. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de ses successeurs actuels. Voilà. Une dernière question, toute dernière. Attendez le micro, parce que sinon... Ce n'est pas une question, c'est plutôt une recommandation. C'est de voir le film « Pas en mon nom » de Daniel Kupferstein, où il interroge 8 personnalités juives de pays, de familles différentes, complètement différentes, et où la conclusion de ces 8 personnes, c'est que ils n'ont pas une identité juive, ils ont 1000 identités, dont une identité juive, et ils se refusent d'être associés justement aux idées du CRIF ou du gouvernement d'Israël. C'est un film qu'il faut vraiment voir. Merci madame. Comme ce n'était pas une question, on va passer à Hassan derrière. Voilà. Oui, bonjour. Une question à vous trois, notamment à toi, Dominique Vidal. C'est pourquoi le président Emmanuel Macron se lance-t-il dans ce débat antisionisme, antisémitisme? À qui vous posez cette question? À 3. Pourquoi Macron a fait un parallèle entre antisémitisme et antisionisme? Brièvement. Il faut donner avant un français, un vrai français, pour moi. Et après, je vais ajouter un mélange. Personnellement, ayant fait un livre sur le sujet, beaucoup de conférences, presque 100, pour l'accompagner, je considère qu'il faut savoir savourer les victoires plutôt que pleurer les défaites. Je constate que le président du CRIF, après le discours d'Emmanuel Macron du 16 juillet 2017, avait demandé une loi, en toutes lettres, pour condamner l'antisionisme. Non, il ne l'a pas obtenu. Le 19 février 2019, le président de la République a annoncé qu'il n'y avait pas besoin de loi. On a donc, moi j'appelle ça un lot de consolation, c'est une résolution de l'Assemblée nationale. Comme toutes les résolutions de l'Assemblée nationale, elle n'a aucune valeur juridique. Elle n'a aucune valeur juridique. Deuxièmement, elle ne cite pas l'antisionisme, qui était l'objet de tout ce débat. Et troisièmement, il faut le savoir, elle a été votée par 154 députés sur 577. Donc moi, je me félicite que nous n'ayons pas en France une loi qui introduise un délit d'opinion, parce qu'on pouvait commencer avec l'antisionisme et continuer avec d'autres idéologies ou d'autres visions du monde. Donc moi, je m'arrête là. Qu'est-ce que Macron avait dans la tête? Je ne suis pas dans sa tête. Donc je suis tout à fait incapable, entre parenthèses, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, d'expliquer et a fortiori de comprendre ce qu'il a voulu ou pas voulu. J'ai ajouté une petite chose à propos de ça. Je suis sûr qu'il y a entre ceux qui se définissent comme antisionistes d'antisémites. Il n'y a pas de doute. Je crois qu'ils sont minorités par rapport à des gens que je connais, etc. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de sionistes aujourd'hui qui sont racistes. Beaucoup plus.
Pour vous donner un exemple, j'ai eu beaucoup de lettres pour ma petite livre « Comment j'ai cessé d'être juif ». Beaucoup de lettres, contre, pour. Une lettre m'a plu le plus. Une femme, peut-être elle est dans cette audience-là, m'a écrit une lettre en disant « Je suis juif d'origine algérienne, maghrébin, j'habite à Paris, je suis divorcé avec un enfant, je ne lis pas des livres, mais je suis passé, j'ai vu les vitrines, ce titre curieux, comment je sais être juif. J'ai acheté le livre, c'est petit, hein, sans note au bas des pages. Donc, elle a acheté des livres et elle a décidé de m'écrire une lettre. Je lis votre livre. Et vous savez, je tombais amoureux d'un breton qui n'est pas juif. Toute ma tradition m'a interdit de me laisser aller envers lui. En lisant votre livre, j'ai décidé d'être avec lui. Merci, merci, merci. Donc, il y a des antisémites et il y a beaucoup de sionistes. Et je répète, beaucoup de sionistes aujourd'hui que je vois, et beaucoup des Israéliens qui sont antisémites. Vous savez, à la fin du 19e siècle en Allemagne, on a dit, c'est une dernière blague, pas une blague, une vraie histoire. En Allemagne, on a dit à la fin du 19e siècle qu'un philosémite, c'est un antisémite qui aime les juifs. Je crois que la plupart des Israéliens sont les héritières de cette opinion. Alors, Piotr, est-ce que vous avez déjà une femme qui, ayant lu votre livre, a décidé d'épouser un breton? Non, je ne me suis pas encore reconverti dans l'agence matrimoniale pour l'instant. Non. Non, mais on prend une autre... Oh, c'est l'heure. Ah, c'est l'heure, déjà. On m'a dit d'être sharp, et je suis tout à fait désolé. Il y a énormément de débats qui vont suivre. C'est vrai qu'il faudrait le refaire, le poursuivre. On a des occasions parce que Shlomo, quand même, est de moins en moins en Israël parce qu'il est mal accueilli, hein, quand même, là-bas. Il a un nouveau livre qui va être accueilli, qui va être publié. Donc on aura une occasion. Merci à vous tous.